Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Cette semaine, vous le savez, la commission des lois du Sénat a organisé plusieurs tables rondes pour préparer l'examen en séance publique le 24 mai prochain du projet de loi de réforme de la décentralisation. Les sénateurs auditionnent cet après-midi les ministres Maryse Lebranchu et Anne-Marie Escoffier sur ce thème, une réforme loin de faire l'unanimité. Alors tout de suite, direction la salle Médicis pour écouter ces auditions. Bon après-midi à tous. Bien, mesdames les ministres, mes chers collègues, nous allons ouvrir cette séance. Je voulais vous dire, mesdames les ministres, au nom de tous mes collègues ici rassemblés nombreux, que nous sommes heureux de vous accueillir, avec de nombreux sénateurs et sénatrices de toutes les commissions, avec Madame Jacqueline Gouraud, présidente de la délégation aux collectivités locales, et avec les rapporteurs des diverses commissions. Monsieur René Van Dierendonck pour la commission des lois, Monsieur Jean Germain pour la commission des finances, Monsieur Claude Dillain pour la commission du développement économique et Monsieur Filleul, qui va sans doute nous rejoindre, pour la commission du développement économique. Mesdames les ministres, je voulais vous dire que nous accordons forcément au Sénat, ça ne vous étonnera pas, beaucoup d'importance au projet concernant les collectivités locales et la décentralisation. Sur ce sujet, puisque le gouvernement a inscrit le premier des textes à l'ordre du jour du Sénat pour le 30 mai, que la commission des lois sera saisie pour une première réunion le 14 mai, qu'il y a les périodes d'interruption, nous avons fait le maximum. Et je peux vous dire que nous avons passé les 2 dernières journées à procéder à l'audition de 40 élus en séance publique. Ces élus nous ont parlé avec leur cœur, avec leur raison aussi, et nous avons engrangé beaucoup de remarques de toute nature qui seront précieuses pour nourrir le débat. Je ne vais pas faire une longue introduction, je vais simplement vous dire que vous nous aviez présenté au départ un seul texte. Nous sommes un certain nombre de sénateurs à avoir souhaité, et disons-le franchement, on a le droit de s'exprimer en ce sens, qu'il y eut 3 textes qui soient chacun courts, avec un objet précis, et qui fussent présentés tous les 3 ensemble, et discutés tous les 3 ensemble, de manière à ce que l'architecture fût particulièrement lisible. Bien, il y a eu une division en 3 textes. Je ne suis pas sûr que l'on ait atteint pleinement les objectifs que certains d'entre nous souhaitaient et que beaucoup d'élus que nous avons rencontrés souhaitaient, mais le travail du Parlement commence. Il n'y a pas de procédure accélérée. Donc, à nous de travailler. Et je vais encore dire une phrase pour dire que s'il y a un message, et je parle devant témoins, puisque beaucoup d'entre vous ont assisté à des auditions, ou les ont vues sur les écrans, un message que nous ont lancé les élus, que nous avons reçu, toute tendance et toute catégorie, si je puis dire, c'est simplicité, que l'on comprenne les réformes et qu'il y ait confiance dans les libertés locales. Par exemple, voyez-vous, je crois que tous les présidents de régions, de départements savent qu'il est utile de se concerter les uns avec les autres. Mais lorsqu'ils voient apparaître des instances comportant 60 personnes pour définir un certain nombre de schémas enchevêtrés les uns avec les autres
Et bon, on se dit que ça risque d'être un petit peu compliqué. Je connais les motivations, les raisons, mais est-ce que l'on ne peut pas tous ensemble avancer à partir du très précieux document, des documents que vous nous apportez, vers la lisibilité, la simplicité, la confiance faite aux élus pour travailler ensemble selon des modalités qu'ils peuvent aussi définir. Et en même temps, nous savons qu'il nous faut des régions fortes par rapport à l'économie et à l'emploi. Nous savons qu'il nous faut des métropoles d'avenir. Nous savons que les communes, elles nous sont chères comme la prunelle de nos yeux parce qu'elles sont la proximité et le cœur battant de la démocratie et qu'il faut articuler l'intercommunalité dans ses différentes moutures et que le département est totalement précieux pour toutes les solidarités. Bien. Alors il s'agit d'aller vers l'avant. Bon, j'arrête là. Nous allons donner pendant 10 minutes, ça vous va, ou un quart d'heure, qu'est-ce que vous voulez, la parole, oui, à chacune de nos ministres, puisque nous avons la chance. Vous dites ce que vous voulez, hein, c'est la liberté. Nous avons la chance d'avoir deux ministres, Madame Marie-Lise Lebranchu et Madame Anne-Marie Escoffier. Donc, je donne la parole pour commencer à Marie-Lise Lebranchu. Oui, merci, Monsieur le Président. J'entendais le nombre des auditions. Je vous ferai compte rendu peut-être un jour de l'ensemble des rencontres que nous avons pu avoir en amont de l'écriture de ce projet de loi. Vous en ferez votre miel, mais il faudra effectivement beaucoup d'heures pour pouvoir les consulter. Moi, je voudrais rappeler simplement en charge de ce dossier avec Anne-Marie Escoffier qu'effectivement, je vous remercie des travaux importants que vous avez conduits depuis le début de la semaine. Vous avez eu de nombreuses auditions très riches. Nous n'avons pas pu encore toutes les visionner ou les lire, mais nous le ferons. Et effectivement, ce projet de loi, je le présente encore comme tel, s'inscrit dans un contexte qu'il est important de rappeler. D'abord, la modernisation de l'action publique. Et il nous semble important au XXIe siècle de faire attention à ce que l'action publique soit portée avec un regard d'avenir, effectivement. Et la modernisation de l'action publique, les évaluations des politiques publiques que nous conduisons actuellement sont aussi un regard porté, y compris sur l'action publique des collectivités territoriales. La modernisation de l'action publique, aussi les négociations avec la fonction publique, un agenda social bien écrit, je crois, par le Premier ministre lui-même en mois de juillet dernier, qui comporte beaucoup de volets. Et c'est bien à l'intérieur de ce grand schéma de la modernisation de l'action publique et de l'évolution de la fonction publique pour un XXIe siècle où le service public soit de qualité, que nous avons été chargés aussi d'adapter ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de décentralisation. En rappelant qu'en même temps, nous souhaitons, et le Premier ministre y a répondu favorablement, que soient inscrits à l'Assemblée nationale deux textes qui sont issus de vos rangs, l'adaptation des normes et le statut de l'élu, parce que tout ça ne fait qu'un. Il faudra que nous soyons toujours attentifs. Il n'y a qu'un engagement par rapport à l'ensemble des élus de France. Il s'agit donc de dessiner la puissance publique et les services publics du XXIe siècle dans une société en crise. Les Français ont besoin de services publics et les quelques procès qu'il y a pu avoir sur les gabegies, sur les dépenses excessives, etc., n'ont sans doute pas lieu d'être. Nous voyons bien à quel point, d'ailleurs, dans ce contexte difficile, les projets des collectivités territoriales et leur évolution sont au cœur des soucis de nos citoyens, même s'ils ne l'expriment pas ainsi, puisque je crois, et je suis déterminée à le rappeler aussi souvent que possible, profondément comme vous sans doute, que si nous n'avions pas eu un réseau d'élus locaux sur tout le territoire de France, nous aurions eu encore plus de mal à passer ce cap difficile d'une crise qui a débuté en 2008. Le projet de loi a en plus l'ambition de respecter la diversité des territoires et de s'inscrire dans un mouvement de confiance envers les élus locaux. Beaucoup nous l'ont dit, Anne-Marie et moi-même, et sûrement beaucoup à vous aussi, ont eu parfois une forme de fatigue à lire ces marronniers sur le gaspillage de l'argent public, sur les élus laxistes qui ne prendraient pas en compte la rationalisation de la dépense publique dans leurs beaux hôtels de région, de département ou de ville. Et c'est vrai que nous avons opté
pour un texte qui reconnaisse, après 30 ans de décentralisation, que les élus ont bien agi, qu'ils ont agi en concertation les uns avec les autres et qu'il faudra sans doute continuer à œuvrer en ce sens. Et fort de cette expérience, nous appuyant donc sur la confiance des élus et la nécessité de l'action publique, nous avons présenté un texte qui est effectivement, j'ai envie de dire une expression pas tout à fait adaptée, mais qui fait écho à ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, qui s'est chargé d'un certain nombre de descriptions. Je pense à la formation professionnelle ou au transport. Le problème du droit positif français, c'est que les choses doivent être écrites et que parfois elles doivent être écrites avec l'article 1, 2, 3, 4 et j'en passe. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, texte qui était assez court, s'est enrichi d'abord des travaux du Sénat. Je rappelle que les assises, je dis bien, de la démocratie locale qui sont terminées à la Sorbonne ont enrichi beaucoup de textes que nous avions préparés, soyons très francs entre nous tous, avant la campagne électorale elle-même et pendant 2 ans de travaux que le futur président de la République nous avait demandé. Donc c'est enrichi de ces états généraux et du discours du 5 octobre, des discours du 5 octobre, du discours du président de la République et du discours du président du Sénat. Compte tenu de la difficulté à passer ce texte de plus de 140 articles facilement au Sénat, dans le temps qui nous était imparti, décision a donc été prise, pour un gain de temps bien sûr, mais un gain de maniabilité au niveau du Parlement, de présenter le texte en plusieurs parties. Nous avons donc un projet de modernisation de l'action publique qui n'est pas un texte métropole, et je tiens à le dire tout de suite parce que ce serait erreur que de le présenter ainsi, qui est un projet de loi de mobilisation, bien sûr des régions pour la croissance et l'emploi, la mobilisation des départements pour l'égalité des territoires et qui traduit les priorités du président de la République et du Premier ministre sur l'ensemble des territoires de France. C'est un projet de loi de développement des solidarités parce que nous croyons aujourd'hui qu'à côté de la compétitivité, la solidarité est essentielle à l'avenir de notre pays. Avant de poursuivre, je tiens à vous confirmer, Monsieur le Président, vous l'avez induit tout à l'heure dans votre propos, qu'il n'y aura bien évidemment pas de procédure d'urgence et que la réforme sera faite à faire avec vous, qu'il y aurait donc une large place à l'initiative parlementaire. Je rappelle aussi que le 5 octobre, François Hollande a annoncé 4 objectifs pour ce projet de loi qu'il nous a réaffirmé avec le Premier ministre Anne-Marie Escoffier et moi-même, la confiance, la clarté, la cohérence et la démocratie. L'efficacité de l'action publique, pour nous, c'est un objectif essentiel. Il faut que nous puissions démontrer à l'ensemble des citoyens français que cette réforme témoigne de la confiance dans l'État et dans les collectivités locales et territoriales pour mettre en œuvre l'action publique. Ce projet, après 30 ans, comme je le disais tout à l'heure, de décentralisation et de libre administration des collectivités, propose une libre organisation de l'action publique. Et cette libre organisation de l'action publique, qui fait sa nouveauté, fait aussi parfois naître des sentiments d'interrogation, sinon de perplexité. Ce n'est pas une nouvelle vague de décentralisation, il reste peu de compétences à transférer, vous le savez tous. C'est donc un acte fort de modernisation de l'action publique qui doit contribuer au redressement économique et social de nos territoires, parce qu'il n'y a pas de redressement de la France sans redressement des territoires, qui doit confier aux acteurs publics les moyens de mettre en œuvre nos priorités. Et après ce texte, Anne-Marie Escoffier en particulier, chargée de conduire un certain nombre de groupes de travail sur les finances locales, à la fois pour le projet de loi de finances 2014 et le projet de loi de finances 2015. On y reviendra s'il y a des questions. Mais nous voulons permettre aux collectivités de prendre toute leur part pour le retour de la croissance, pour le retour de l'emploi et le retour de la confiance. Le texte qui nous occupe aujourd'hui est donc l'acte 1 d'un projet de loi et non pas l'acte 3 de la décentralisation. Principale phase, réaffirmée dans un premier titre. La libre administration des collectivités territoriales, c'est important de le faire, et en particulier dans cette enceinte. Affirmer le rétablissement de la clause générale de compétence. Je sais que ça a été extrêmement contesté, parfois, applaudi ailleurs, mais le président de la République s'y était engagé, parole a été donnée, à condition bien sûr qu'il y ait des chefs de file bien identifiés et que nous puissions faire confiance aux élus de France, parce qu'ils en sont largement capables, ils l'ont souvent démontré, de créer au sein d'une conférence territoriale de l'action publique dans chaque région un pacte de gouvernance décrit, signé, pour que chaque compétence, qui de toute façon est ou sera mise en œuvre par différentes collectivités, au nom du principe de la libre administration et celui de la clause de compétence générale,
eh bien que cette compétence, par exemple le développement économique, puisse être lue par les citoyens avec une région déterminant des filières, des grandes stratégies d'innovation, de transfert de technologie ou de transfert de ressources, et puis des villes, appelées parfois métropoles, des agglomérations ou des départements, prenant en charge l'organisation des zones d'activité, l'immobilier d'entreprise par exemple. Première chose donc, faire confiance, conduire à ce qu'il y ait cette conférence de l'action publique qui a parfois choqué parce que nous y invitons le représentant de l'État. Je fais partie de ceux et celles qui pensent que la régionalisation est un fait extrêmement important que la France a connu et connaîtra encore, mais que la régionalisation de l'action publique, la décentralisation de l'action publique, a toute chance de réussir à une seule condition, c'est que l'État soit fort, que l'État soit garant et que l'État soit protecteur, que l'État soit donc présent le jour où, dans une région et pas dans une autre, pour des raisons de géographie, d'histoire, de culture, eh bien les uns demandent une délégation de compétences supplémentaires alors que les autres ne la demanderont pas. Vous ne trouverez pas à ce sujet le mot expérimentation. Ça a été une exception pour beaucoup. En fait, le mot expérimentation, vous le savez, est lié à un texte désormais fondamental qui dit que toute compétence transférée pour expérimentation doit être appliquée à l'ensemble des autres collectivités ou bien retirée à la collectivité qui l'a demandée. Et nous pensons, nous, aujourd'hui, qu'à l'intérieur des régions, des départements de France et des agglos, des communautés de communes rurales aussi, il est très possible de voir confier une compétence par délégation. L'eau est demandée en Bretagne, par exemple. Je cite toujours la même pour éviter de faire une autre erreur. Et d'autres régions de France ne la demandent pas. Si au bout de 5 ans, l'évaluation de la politique publique montre que c'est une bonne idée, ce n'est pas une raison pour la transférer à toutes les régions de France ou la retirer à la région qui l'a demandée. D'où cette présence de l'État à conférence territoriale qui fait problème, vous avez raison, sur un point. Un certain nombre de présidents de région, de présidents d'agglomération, de présidents de communautés de communes rurales nous disent pourquoi serais-je à la même table et sous l'autorité du président du conseil régional. Moi, j'ai envie de vous répondre tout de suite parce que la question sera sans doute posée. C'est sans doute par facilité que nous avons confié au président du conseil régional, qui est le seul à avoir une seule collectivité sur chaque région de France, l'organisation de ces conférences. Mais il s'agit d'organisation et pas de détermination d'ordre du jour et de finalité. Premier point. Second point, l'affirmation du fait urbain. Le président de la République y tient. Il l'avait rappelé le 5 octobre après vos travaux qui ont montré à la fois grande attention à la ruralité et une demande de reconnaissance du fait urbain. Régler les problèmes de Paris, Lyon, Marseille, parce qu'il est important que ces grandes agglomérations qui ont une loi spécifique aujourd'hui, qui reste droit positif importante, la loi dite PLM, il était important pour nous d'acter que 2 grandes questions doivent être réglées à Paris, la grande question du logement et celle du transport. Donc on propose que sur la zone dense en particulier, il y ait des autorités qui soient organisatrices dans un cadre régional bien défini, c'est-à-dire qu'on a apaisé, je pense, les craintes de la région Île-de-France. Anne-Marie reviendra tout à l'heure sur Lyon. Sur Marseille, dossier difficile s'il en est. Le Premier ministre lui-même, après que nous ayons fait quelques visites sur le territoire, a constaté avec beaucoup d'entre nous que l'État a rempli ses missions sur le port, l'aéroport, Gardanne, Fos, ITER, un certain nombre de grands outils, mais qu'en revanche, il y a de grandes difficultés d'organisation de l'Hinterland, du port, mais aussi de l'ensemble de Aix-Marseille-Provence, avec malheureusement quelques embolies concernant les transports, quelques problèmes de répartition du logement, et puis des entrepreneurs qui se plaignent de grandes difficultés, comme leurs salariés, d'où l'intérêt, je crois, de permettre aux intercommunalités de se réunir pour répondre aux grandes questions du développement économique, du logement, du transport et de l'environnement et rien d'autre. Et on y reviendra sans doute dans le débat, avec le respect de la proximité générée par les conseils de territoire. Et enfin, nous devons agir vite. Nous devons agir vite parce que, fait urbain, vous l'avez remarqué pendant les premières auditions, c'est à la fois de grandes chances, mais parfois de très grandes difficultés. Donc, il faut penser aux organisations territoriales pour répondre aux difficultés que les uns et les autres connaissent. C'est aussi une grande chance, que ce soit Paris, Lyon, Marseille ou les autres agglomérations qui prétendront à un autre statut. Je pense que nous avons là la possibilité, après 30 ans de décentralisation, de faire un bilan et en même temps de faire confiance. Faire confiance parce que le bilan est positif, parce qu'il a généré de grandes réalisations, parce que la décentralisation
a permis à tous les territoires de France, sans aucun doute, je dis bien sans aucun doute, de progresser. Nous espérons aujourd'hui qu'avec le développement économique, la prise en compte encore plus précise de la jeunesse dans le cadre des régions et des intercommunalités plus fortes, nous n'oublierons pas dans le texte suivant que les solidarités sociales et territoriales sont un grand levier de l'action publique et que les départements pourront accompagner, lorsque les 3 textes cette fois seront votés, nos intercommunalités, nos régions de France, nos communes rurales et nos communes urbaines à participer mieux et bien, j'espère, au développement de la France. Merci Madame la Ministre. Je donne la parole à Madame Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Au propos de Marie-Lise Lebranchu, je dois dire que sur les principes en propres, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sauf peut-être à reprendre des mots qui, chaque fois que nous rencontrons les élus, ont un écho fort. Ces mots, c'est le mot confiance. Je crois qu'ils ont été prononcés ici à de nombreuses reprises. Et moi, je veux témoigner que dans les rencontres qui sont les nôtres sur le terrain, cette confiance, chaque fois que l'on explique ce vers quoi nous voulons aller, ce mot confiance prend un sens. Il a un sens. Je dois dire que le texte que nous avons voulu élaborer, je ne vais pas revenir sur son architecture, on en reparlera sûrement dans le cadre des questions. Le texte avait 3 objectifs qu'il faut bien retenir. Les 3 objectifs, c'est l'efficacité. Il était clair qu'aujourd'hui, ce que nous voulions faire, ce que nous voulons faire avec vous, avec les élus, c'est rendre à l'action publique toute son efficacité après des années et un dispositif où la complexité était venue s'introduire, et chacun l'a dit et chacun l'a constaté, entre l'État, d'une part, et les différentes collectivités territoriales et niveaux de collectivités territoriales. Première orientation, première priorité, l'efficacité. Deuxième priorité absolue, c'était la clarification. Et vraiment, dans ce texte qui vous est proposé, à bien vouloir le lire, à bien vouloir y chercher le sens, vous y trouverez justement les grandes lignes de cette volonté de clarification entre chacun des niveaux, mais au-delà des niveaux, entre chacun des modes d'organisation, de fonctionnement, de gouvernance des niveaux. Et puis la troisième priorité, essentielle, celle-là aussi, et je crois que Madame Lebranchu l'a bien dit dans le cadre de son intervention, dans le contexte qui est le nôtre, la priorité absolue, c'est la maîtrise des dépenses. Et c'est pour ça que vous le noterez, aussi bien en ce qui concerne le fonctionnement des régions et de nos départements, qui sont là les zones d'équilibre du territoire, en ce qui concerne les métropoles, qui correspondent à une priorité, à un fait nouveau, pour l'un et l'autre. L'objectif, chaque fois, est de mettre en place un dispositif qui parvienne à réduire les dépenses des uns et des autres. Nous sommes donc bien là dans un texte qui a pour objectif de développer la solidarité, les solidarités, en préservant dans tous les cas, et on aura l'occasion de le dire concernant les conférences territoriales de l'action publique, le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Je crois que nous pourrons, dès lors, évoquer ensemble l'organisation plus globale du texte, parce que, effectivement, comme l'a dit votre président il y a un instant, l'objectif était bien d'avoir cette unité, cette cohérence aujourd'hui. Et la cohérence, elle reste dans la présentation que nous avons faite, elle reste dans les textes que nous vous présentons, même si, dans le temps, nous sommes amenés à découper le texte en 3 volets distincts, 3 temps, mais 3 temps qui sont 3 temps de réflexion pour que chacun se nourrisse de l'autre et permette justement d'améliorer cette cohérence au sein des 3 types de collectivités territoriales, de la région, des départements,
du bloc intercommunal avec la spécificité, la singularité, on y reviendra tout à l'heure, des métropoles telles que nous les avons conçues. Voilà, en quelques mots, Monsieur le Président, pour ma part, je ne voulais pas aller au-delà parce que je crois que nous allons après rentrer dans le fond des textes. Dire un mot quand même en ce qui concerne le deuxième texte. Le deuxième texte qui est celui de l'égalité des territoires. Et je veux y insister parce qu'il est vraiment le complément ou en tout cas il est le creuset dans lequel entrent les métropoles. Le deuxième texte, c'est bien celui de cette égalité des territoires dans lequel il y a à côte les régions, les départements, ces départements qui sont, et pour reprendre les mots que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, qui sont incontournables aujourd'hui, qui sont ces lieux de solidarité, qui sont ce lien entre toutes les collectivités et dont aujourd'hui chacun a reconnu la nécessité pour être en proximité des citoyens. Voilà, je crois que c'est là un des points essentiels de la construction, de l'architecture des textes qui vous sont proposés, même si aujourd'hui nous travaillons spécifiquement sur le premier texte. J'en viendrai à parler, mais je pense au cours de cette audition, plus spécifiquement de la métropole lyonnaise, qui est, j'allais dire, une métropole singulière en quelque sorte, puisqu'elle entre, elle, avec son statut de collectivité de plein exercice, une singularité, encore une fois, qui répond à sa géographie physique, mais à son histoire, à sa culture, et qui a permis aujourd'hui de mettre en place ce dispositif, encore une fois, singulier, unique. Et puis nous aurons à parler des métropoles de droit commun qui, elles, vont se mettre en place aussi et qui correspondent à ce fait urbain que l'on a indiqué tout à l'heure. Voilà, Monsieur le Président, ce que j'aurais pu ajouter concernant sur un plan plus général. Merci, Mesdames les ministres. Alors, mes chers collègues, de manière à être efficace, à ne pas trop faire attendre les associations d'élus que nous allons entendre à la suite de cette audition, et hier et avant-hier, on a eu toujours du mal à tenir le débat, mais comme tout le monde est intéressé par tous les débats, ça tombe bien. Je vous propose de donner d'abord la parole à nos trois rapporteurs, puis à chacun de ceux qui voudront s'exprimer, puis de donner la parole à nos deux ministres pour répondre à l'ensemble des orateurs. Parce que si on fait autrement, peut-être certains collègues ne pourront pas s'exprimer ou trop tardivement. Tout le monde est d'accord sur la méthode. La parole est à Monsieur Van Dierendonck, rapporteur de la Commission des lois. Mesdames les ministres, Monsieur le Président, mes chers collègues, première remarque que je ferai, elle est importante parce que elle donne de la perspective. Et je vais tout de suite poser une question. Vous avez rappelé, et M. Sueur, avec une honnêteté intellectuelle dont il ne se départit jamais, à rappeler que le Sénat était à l'origine des 3 tomes. Vous avez dit vous-même qu'il s'agissait d'un texte qui repose sur la confiance. Et je crois qu'il y avait un signe qui était attendu par beaucoup de monde au Sénat, qui était le sort qui serait réservé, notamment par le gouvernement, aux 2 propositions de loi sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler d'ailleurs avec cette grande administration qui est la DGCL et ce non moins grand sénateur qui est Alain Richard, celui donc sur l'allègement des normes et celui sur le statut de l'élu qui est, par les temps qui courent, attendu comme la soif attend l'orange, tellement la saison est aux amalgames et aux traitements inégalitaires. Donc, merci d'avoir été clair là-dessus. C'est vrai que ce qui sécuriserait la démarche, me semble-t-il, après ces 40 heures et plus d'auditions, qui n'ont rien à envier au cycle des concertations auxquelles vous avez procédé, c'est d'avoir quand même des éléments précis de calendrier d'examen des 3 tomes et, dans mes rêves les plus fous, de savoir peut-être quand le tome 2 ou le tome 3, dont on nous dit que les intitulés pourraient varier, vont
être examinées, et on pourrait même imaginer que les rapporteurs sur ces questions soient désignés dans un temps qui leur permette de travailler peut-être d'une manière moins pressante que pour ce texte. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Elle est importante parce qu'elle conditionne justement ce que vous avez appelé le climat de confiance qui va s'instaurer. Donc, ensuite, je reprendrai éventuellement la parole sur d'autres questions, mais je ne veux pas occuper tout le débat. Mais cette manière d'entrer dans ce débat conditionne la tonalité qu'il va avoir tout le long de son déroulé. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Jean Germain, rapporteur de la Commission des finances. Merci, monsieur le Président, mesdames les ministres. Donc, je vais peut-être rentrer un peu plus avant que mon collègue René Van Dierendonck, qui est d'abord sur des sujets généraux, puisqu'on est dans la partie de discussion générale et effectivement, on n'est pas rentré encore de façon très approfondie dans les questions financières, mais évidemment, ça viendra. Évidemment, ça viendra. Je vais essayer de résumer ce que j'ai ressenti de ces auditions et de ce qui s'est dit en respectant à la fois le travail de chacun, mais en disant suffisamment de choses pour que notre réunion serve. Dans quelles circonstances se déroule finalement cette discussion sur ce texte qui comprend pour moi deux parties? Une première partie sur les compétences et puis la conférence territoriale de l'action publique, et la deuxième partie sur les métropoles, nouvelles collectivités territoriales, et l'appellation métropole d'équilibre, qui est une sorte de communauté urbaine améliorée. Voilà. Donc sur la première partie du texte, j'ai noté d'abord que beaucoup de personnes viennent, et peut-être moi-même d'ailleurs, lorsque j'ai été désigné, en pensant aborder l'acte 3 de la décentralisation. Mais Mme Lebranchu a dit ça n'est pas du tout ça. Un sujet, parce que des fois un peu c'est ce qu'on attend des élections. Et il ne faut pas décevoir de trop les gens qui attendent quelque chose. Donc ce n'est pas l'acte 3 de la décentralisation, j'ai bien noté. Ça intervient après une fronde des élus locaux contre un projet de recentralisation qui avait été vécu comme ça, présenté partout en France, et qui avait abouti au résultat des élections sénatoriales. Ce qui ne faut pas oublier, parce que le parallélisme des formes, ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. Voilà. Ça vient ensuite au moment d'une crise financière importante pour les collectivités territoriales qui a suivi la suppression brutale de la taxe professionnelle et donc le déséquilibre dans beaucoup de collectivités territoriales. Ça vient enfin après le résultat du référendum en Alsace, qui sans doute a une participation faible, mais en tous les cas a indiqué que, contrairement à tout ce qui était présenté dans tous les grands journaux, dans toutes les revues de sciences politiques, de sciences administratives et d'autres, dans un pays où c'est quand même toujours l'électeur qui décide, l'électeur a choisi la proximité plutôt que l'unification technocratique. Donc c'est dans cet état d'esprit, finalement, que les choses se font. Alors, que disent les personnes? Je veux dire, ce que j'ai ressenti ensuite, bon, les comptes rendus sont en train d'être tapés. Je dirais pour 70% des gens qui sont venus dans les auditions, qui représentent des maires ruraux, des maires de grandes villes, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, et beaucoup de mes collègues ont assisté aux réunions, ils sont extrêmement réservés sur la conférence territoriale de l'action publique. Pour plusieurs raisons. Je vais essayer d'examiner rapidement. Première raison, ils disent, dans ce texte, il y a une première partie, on dit, tout le monde a la compétence générale. Pourquoi pas? Un certain nombre interviennent en disant, on aurait préféré choisir. J'avoue que c'est un peu mon cas, je l'ai dit. Voilà. Mais voilà, c'est la compétence générale pour tout le monde. Donc, champagne pour tout le monde. Mais il n'y a plus de quoi payer le champagne.
Donc, une fois qu'on a mis la compétence générale, il n'y a plus de quoi payer le champagne. Donc, réunissez-vous pour savoir comment on va boire le champagne. Et donc, soit sous l'autorité du préfet, soit sous la direction du président ou la présidente du conseil régional, réunissez-vous cette fois-ci pour savoir comment les choses vont fonctionner. Et les gens le ressentent très mal. Les présidents de région, une grande partie d'entre eux, en disant on va être contesté dès qu'on va rentrer dans cette affaire-là parce que personne ne va vouloir d'une espèce de protecteur de Bohème-Moravie et donc il va y avoir des alliances, ça va être compliqué. Et deuxièmement, beaucoup d'élus considèrent que ça va être une organisation importante, 40, 50, 60, 70 personnes, une réunion supplémentaire pour les élus, avec voilà, beaucoup de blabla quand même, beaucoup de blabla. Et que ce n'est pas quelque chose d'efficace. Et surtout, ce qui, je crois, je ne vais pas dire irrité, mais ce qui soulève des remarques, c'est le côté uniforme. Les gens disent, bon voilà, ça a été fait en Bretagne, très bien. Mais enfin, est-ce qu'on peut faire autre chose, par exemple dans la Franche-Comté? Est-ce que c'est quelque chose qui est adapté à la région, voilà, bordelaise, etc. On l'a entendu, enfin, je verrai les comptes rendus, je résume quand même ces 40 heures. Et donc, la conférence territoriale de l'action publique, finalement, n'est pas quelque chose qui est bien vu. Les gens reconnaissent qu'il y a besoin d'un lieu de discussion. D'ailleurs, il y avait la conférence des exécutifs. Mais tel que là, c'est dimensionné, considère que c'est quelque chose d'invivable, qui mettra en cause l'autorité de certains présidents ou présidentes de conseils régionaux, au mieux, fera je veux dire, des alliances ici ou là entre tel département, telle agglomération, telle communauté de communes. Et donc, en gros, il y a une résistance terrible en disant « nous n'en voulons pas ». J'essaye d'être clair, voilà, hein, le plus rapidement possible. Sur les autres aspects, sur les métropoles, alors là, je ne vais pas m'hasarder là-dedans. Je pense que sur la métropole lyonnaise, il y a eu une présentation, voilà, avec un accord. En tous les cas, on avait senti que ça venait de loin et qu'il y avait déjà des échanges entre tel déficit de grand équipement culturel, tel emprunt toxique, telle chose. Enfin bon, tout ça a été parfaitement huilé, réglé, comme la cuisine lyonnaise. Et puis, sur Paris, suffisamment de Parisiens dans la salle et je suis suffisamment provincial pour ne pas m'en mêler. Sur Marseille, bon, on sent que c'est pas mûr, c'est pas mûr. Après, je terminerai là-dessus. Tous les présidents et toutes les organisations représentant les grandes villes, la DCF, l'Association des communautés urbaines, ont parlé pratiquement de façon équanime et univoque, en disant le statut de métropole EPCI, cette fois-ci, en réponse à une question de Jacqueline Gouraud, étant une sorte de communauté urbaine améliorée, nous satisfait. Je pense que, très honnêtement, sur l'ensemble des auditions qu'il y a eu, c'est l'endroit sur lequel il y a eu quasiment l'unanimité, à part une seule personne à l'intérieur des auditions. Voilà. Sur le reste, sur les aspects financiers, je vais très vite, on les a très peu abordés. Je me contente de réunir beaucoup de collègues en ce moment pour moi sur le sujet suivant. Il m'étonnerait que les dotations de l'État augmentent, premièrement. Deuxièmement, la fiscalité augmentant régulièrement un peu partout, celle de l'État et celle des collectivités locales pourraient trouver ses limites. Donc travaillons sur des ressources hors fiscalité. Et on a commencé quand même à trouver des pistes, ça me paraît important. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui inquiète beaucoup les gens, c'est comment nous allons pouvoir continuer partout à investir. Et ça, c'est quand même aussi un sujet de développement de l'économie. Réunir sous la tutelle du préfet de région des gens pour dire qu'il faut développer l'économie, c'est une chose. Le faire, c'est mieux. Voilà, j'essaye de résumer. Merci, Monsieur Germain. Monsieur Claude Dillin, représentant, rapporteur de la commission du développement économique. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, au point où nous en sommes de l'examen de cette loi, je crois qu'effectivement, on peut dire qu'il y a un très large accord, une très forte volonté autour des deux mots clarté et confiance. Mais à ces deux mots, je rajouterai deux autres mots qu'on a beaucoup entendus aussi,
qui ne sont pas synonymes, mais qui sont au contraire presque conséquents de clarté et de confiance. Ce sont les mots simplification, parce que si on veut être clair, il vaut mieux être pas trop compliqué. Et puis spécificité, parce que si on fait confiance aux élus locaux, il faut accepter que le règlement des problèmes ne soit pas forcément les mêmes ici ou là. D'ailleurs, c'est inscrit dans le texte, puisqu'il y a déjà officiellement, très officiellement, 3 spécificités qui sont donc Paris, Lyon et Marseille. Je pense que ce n'est pas étonnant qu'on soit d'accord là-dessus, parce que dans un pays décentralisé, ce serait inquiétant si on ne faisait pas confiance aux élus locaux. Donc je pense que là, il y a une avancée qui est bonne, mais encore faut-il qu'elle soit réellement vécue dans la loi. Je vais donner juste un exemple, je vais être très court, dans un domaine qui est celui du domaine des affaires économiques, mais qui s'occupe aussi du logement, de la politique de la ville et de l'urbanisme. Il s'agit justement du logement. Et dans le texte actuellement, la délégation de compétences de l'État en ce qui concerne le logement est indissociable. Les compétences sont indissociables. Or, les auditions ont montré qu'il y avait quand même 2 conceptions de la métropole. Une conception, je dirais, stratégique, et il y a des gens qui nous ont dit « Ah mais nous, on veut l'aide à la pierre, parce qu'on veut effectivement être les stratèges de l'aménagement du territoire en termes de logement. Mais alors, le DALO, l'hébergement, etc., il y a des gens qui savent faire mieux que ça que nous, mieux que nous, laissons-leur. Donc je veux bien prendre l'aide à la pierre, mais pas le reste. Il y a d'autres, à Lyon par exemple, où ils ont dit nous on veut tout parce que les deux, il n'y a pas un bien, un mal, les deux se justifient parce qu'effectivement il y a spécificité. Donc voilà, si on veut confiance, peut-être qu'il faut prévoir aussi que j'ai bien compris pourquoi c'était indissociable, enfin je crois avoir compris, mais peut-être qu'on pourrait revenir sur ça pour justement qu'il y ait confiance et spécificité. Voilà, je suis bref. Merci à nos 3 rapporteurs. Qui s'inscrit pour le débat? Alors, en premier, nous allons mettre Madame Gouraud, parce qu'elle est présidente. Alors, attendez. Non, mais je prends les... Attends, Madame Gouraud. Après, je prends tout de suite les candidatures à la parole. Alors, Madame Joissin, Monsieur Delège, Monsieur Dallier, Monsieur Kaltenbach. Il n'y a pas d'autres vocations? Monsieur Yest. Je pensais bien que Monsieur le Président Yest allait nous faire une déclaration. Alors après. Non. Nous verrons. Vous êtes libre. Oh, mais nous n'en doutons pas. Y a-t-il d'autres inscrits? Alors, Monsieur Eblé. Bon, écoutez, s'il y a des vocations tardives, elles seront prises en considération. Pour le moment, nous avons 7 inscrits. Madame la Présidente Jacqueline Gouraud. Mesdames les ministres, mes chers collègues, dans ce premier texte, il y a quelque chose sur lequel je crois devoir intervenir après avoir entendu un certain nombre de nos collègues de différentes régions et de différentes associations. Nous avons un problème, je dirais, non seulement sémantique, mais de fond, quand on parle de métropole. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le mot métropole recouvre des réalités ou des projets différents. Et donc, on parle de Paris-Lyon-Marseille, bon, on dit la métropole, et puis on reçoit nos amis de Brest, d'autres régions françaises, et qui, eux aussi, parlent de métropole. Mais en fait, ils ne parlent pas de la même chose. Il y en a qui parlent d'un établissement public de coopération intercommunale. On est fatigué, hein? On est fatigué. Intercommunal, un EPCI, je dirais une communauté urbaine encore plus intégrée. Voilà. Hein? Et puis, il y en a qui vont jusqu'à parler, comme à Lyon, d'une collectivité territoriale qui s'appelle métropole. Donc, je pense que ça crée dans l'appellation, c'est tout bête, hein, mais des confusions, des angoisses aussi, en particulier
pour les communes qui constituent les établissements publics, parce qu'ils s'imaginent que c'est la disparition des communes, alors que voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut bien faire la distinction entre et essayer de trouver une réponse, je dirais un vocabulaire qui montre bien qu'il y a différentes organisations, parce que je crois qu'autrement ça fera une grande confusion. Je voulais le dire parce que ça m'est vraiment apparu comme une évidence après avoir entendu tous nos collègues de toutes les régions françaises. On a parlé d'action publique, il y a une autre chose que je voulais vous dire. Très vite, puisqu'on parle d'action publique, il faut que dans notre pays, restituer aux préfets de département des pouvoirs qu'ils ont perdus. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'attendent les élus sur le territoire français. Merci. Merci Madame Gouraud. Madame Joissaint. Oui, bonjour Madame les ministres, bonjour Anne-Marie. Simplement, moi j'avoue que mon message est toujours peut apparaître un petit peu redondant. Néanmoins, comme le disait le rapporteur, M. Germain, à l'instant, le territoire n'est pas prêt pour une métropole. La métropole, et je citerai les deux ministres en reparlant de confiance, de clarté, a besoin effectivement de ces éléments pour fonctionner. Parce qu'elle n'a pas un caractère d'obligation à l'équité territoriale, de surveillance à cette équité. Et nos territoires sont très jeunes dans l'intercommunalité. Cela fait 10-12 ans simplement que les communautés sont constituées. Nous commençons à apprendre à travailler ensemble. Il est évident que la ville de Marseille, qui fait 46% tout de même de la population de ce qui devrait être le périmètre de cette métropole, aura une influence très forte, ce qui ne peut que faire peur aux petites communes parce que nous n'avons pas, encore une fois, l'habitude de travailler ensemble. C'est le Sud. Le Sud n'a pas du tout la même mentalité que le Nord. Hein. Je l'ai vu hier, où j'ai vu, encore une fois, avec une grande stupéfaction, certains territoires appeler de leur vœu une métropole. Je pense à la Bretagne. Et je sais que l'influence bretonne n'est pas étrangère à ce texte non plus. Voilà. Et de fait, aujourd'hui, il y a d'une part l'état du territoire, les mentalités qui y règnent, les risques que courent nos communes de moindre importance par rapport à la ville phare. Et je ne parle pas dans le fantasme quand je dis cela, j'en parle en connaissance de cause par rapport à d'autres collectivités territoriales qui sont à l'œuvre sur ce territoire. Et ce n'est pas facile ni pour les uns ni pour les autres. Ensuite, ce périmètre nous paraît un peu curieux parce qu'effectivement les territoires de Camargue, les EPCI de Camargue demandent à ne pas être exclus notamment d'une compétence comme celle des transports parce qu'ils sont en grosse difficulté financière et au niveau de l'emploi, donc ils ont besoin eux aussi d'être desservis comme le reste du territoire des Bouches-du-Rhône. Et puis enfin nous avons fait une proposition. C'est-à-dire que le Sud est particulier, personne n'a trop envie de travailler avec l'autre. Néanmoins, les choses se sont quand même faites au niveau des intercommunalités. Et aujourd'hui, nous sommes 109 maires, enfin 109 communes sur 118, dont 12 qui font partie de la communauté urbaine, à ne pas vouloir entrer dans la métropole, mais tout de même à avoir travaillé ensemble dans le sens de ce que souhaiterait l'unité nationale. Et ce travail en commun nous a conduit dans un premier temps, dans l'ensemble de nos communes, à voter pour un pôle métropolitain qui était l'alternative donnée à l'époque par la loi Sarkozy aux métropoles. Et puis, dans un second temps, à concevoir un petit peu ce qui va se faire a priori sur la ville de Paris, c'est-à-dire un établissement public. Un établissement public où l'État pourrait être présent et qui nous permettrait de mettre en œuvre les compétences stratégiques. Le gouvernement nous a beaucoup écoutés, nous sommes rencontrés de multiples fois avec Madame Lebranchu, et je sais que les conseils de territoire qui sont issus de la réflexion gouvernementale viennent du fait, du moins je le suppose aisément, que vous vous êtes rendu compte que nous commencions à travailler ensemble et que nous avions besoin de continuer à travailler de concert. J'ai l'impression, en lisant le texte sur les conseils de territoire, que cela a été un petit peu
calqué sur le modèle des mairies d'arrondissement. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'autonomie financière, contrairement aux mairies d'arrondissement, aux mairies de secteur, et que dans le même temps, les dotations, effectivement, seront redéléguées aux métropoles, les compétences seront redéléguées aux métropoles, ce qui suppose aussi des transferts de personnel énormes, contre lesquels la CGT a déjà manifesté à Marseille. Et ces transferts de personnel ne seront lissables que sur 5 ans, ce qui risque fort dans la région où quand même le sang est bouillant, hein, de provoquer des mouvements sociaux important d'une part, et ensuite un lissage sur 5 ans par le haut, ça veut dire aussi des hausses de millions d'euros au niveau des transferts salariaux. Tout cela m'amène à penser que le modèle des EPCI qui demeure avec un établissement public seul compétent sur les compétences les plus stratégiques serait de bon augure, tout au moins pendant une certaine période, pendant quelques années, qui nous permettrait d'apprendre à mettre nos compétences en commun et nos talents en commun. Voilà, merci. Merci Madame Joissin. Vous savez que tous les Français ont le sang républicain et sont adeptes de la solidarité du Nord au Sud. Et même en Bretagne, c'est pourquoi Monsieur Delège... Différemment. Différemment, bien sûr. La diversité, c'est notre chance. Alors, Monsieur Delège. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, permettez à un Breton de s'exprimer. Et je ferai trois observations. La première sur la conférence territoriale. Je vois bien d'où elle est inspirée et je ne rentrerai pas dans l'appréciation personnelle que je peux porter sur le fonctionnement de cette conférence en Bretagne. Simplement pour souligner que vous avez, Madame le Ministre, à plusieurs reprises employé le mot confiance, faire confiance aux élus. Et par conséquent, je m'interroge beaucoup sur la nécessité de développer l'article 3 sur les conférences territoriales de façon aussi précise et d'encadrer leur création de façon aussi précise, en indiquant par exemple que la conférence territoriale ne réunira les EPCI que de plus de 50 000 habitants. Est-ce que c'est du domaine de la loi d'aller jusque dans ce détail? Et peut-être que dans d'autres régions, on préférera des EPCI de plus petite taille. Et vous le savez, en Bretagne, certaines EPCI sont exclues du fameux B16. Je le dis d'autant plus fortement que pour créer cette conférence territoriale en région Bretagne, le président Le Drian n'a pas eu besoin de la loi. Et par conséquent, faut-il aller aussi loin? Et j'ajoute, petit clin d'œil de quelques contradictions. La région Bretagne a contribué il y a un mois à une réflexion sur la décentralisation dans la perspective de ce texte. Et la conférence territoriale n'est pas d'accord avec la position de la région. Donc je crois qu'il faut être très prudent sur cette conférence territoriale et si elle doit voir le jour, il me semble que le texte doit être considérablement allégé dans le sens du mot confiance que vous avez employé tout à l'heure. Ma deuxième question a trait à la clause de compétence générale et à la libre administration des collectivités territoriales que vous avez rappelées. Et je serais tenté de dire, mais comment concilier ces deux principes avec lesquels nous sommes tout à fait en phase, avec des dispositions même du texte, et je pense à l'article 9, qui dit que la région ne peut accorder aucune subvention d'investissement ou de fonctionnement au projet des départements et de communes, etc., qui ne respectent pas les orientations fixées par le schéma régional. On voit bien que là, déjà, nous sommes en train d'attenter au principe de la libre administration et de la clause de compétence générale. Enfin, ma dernière observation a trait à l'article 31 et au Conseil de territoire. Vous nous avez dit qu'il s'agit de clarifier les compétences, il s'agit d'une loi de simplification. On voit qu'on crée un EPCI de type nouveau, la métropole, et pourquoi pas, avec des compétences particulières, et là-dessus, je n'ai pas d'état d'âme, mais on est en train de rajouter une nouvelle couche avec ce conseil de territoire qui sera une sorte d'intermédiaire entre
la commune et la métropole. Voilà les 3 observations bretonnes que je voulais faire. Merci. Monsieur Delège, Monsieur Dallier. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, dans leurs propos liminaires, le président Sueur et vous, Madame Escoffier, avez utilisé 2 termes, simplicité et efficacité. Je dois dire qu'en regardant les propositions que vous nous faites pour l'Île-de-France et pour la métropole du Grand Paris, j'ai du mal à m'y retrouver. Simplicité, écoutez, on va boucler l'interco dans la première couronne, on va rajouter une couche avec la métropole du Grand Paris, on va créer le conseil de l'ensemble des maires de l'Île-de-France. Honnêtement, je ne sais pas où est la simplicité ou la simplification. En matière d'efficacité, si on regarde particulièrement une compétence comme le logement, je ne sais pas très bien ce que votre texte va apporter. Je ne sais pas. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, les maires tiennent le permis de construire, très bien. On a des PLH et des PLU qui sont communaux, pourraient devenir intercommunaux, pourquoi pas. Mais lorsque les PLH sont élaborés, dans le porté à connaissance du préfet, l'État fixe les objectifs, notamment pour les communes qui sont sous l'article 55 de la loi SRU. Donc les contraintes en termes de construction et par catégorie de logement, social, intermédiaire ou accession à la propriété sont fixées. Donc puisque l'objectif c'est de construire et d'inciter les villes à construire, il y a déjà des moyens. Enfin, on voit comment c'est fait. Donc en région Île-de-France, aujourd'hui, on a le SDRIF qui fixait des objectifs très larges de construction, qui s'appliquaient grosso modo avec une répartition par département, et puis au bout du compte, ce sont les communes qui sont en charge. Qu'est-ce que vous nous proposez pour améliorer cela? Les maires tiendront toujours les permis de construire. Le PLH, le PLU pourront être intercommunaux, très bien, par plaque de 300 000 habitants, très bien. Est-ce que c'est par plaque de 300 000 habitants, mesdames les ministres, qu'on doit penser la mixité sociale en Seine-Saint-Denis? Est-ce que quand on aura coupé la Seine-Saint-Denis en 4 ou 5 plaques, de 3 à 400 000 habitants, on aura changé quoi que ce soit en matière de rééquilibrage de la métropole, entre les zones qui concentrent le plus de logements sociaux et les autres? Moi, je ne vois pas. Et vous pourrez effectivement confier à cette métropole de Paris, je ne sais plus exactement enfin on verra quel sera son nom, mais enfin vous pouvez lui confier effectivement, j'allais dire, l'objectif de réaliser un document qui soit opposable à ces plaques de 300 000 habitants. Je ne suis pas sûr que ça sera beaucoup plus efficace que ce que nous avons aujourd'hui quand l'État fixe les objectifs de construction directement aux communes. Alors certes, on pourrait considérer que les élus le feront à la place de l'État, mais l'État sera toujours le garant de l'application de l'article 55 de la loi SRU. Qu'est-ce que ça va changer et où est la plus grande efficacité en matière de logement, par exemple, puisque c'est effectivement l'un des problèmes majeurs. Ceci étant dit, pour revenir à la solution que vous nous proposez, il y avait 2 grandes hypothèses. La première hypothèse, c'était celle de la métropole intégrée. C'est celle que je soutiens depuis 2008. Alors effectivement, on peut débattre sans fin du périmètre de ces métropoles. Moi, j'avais proposé le périmètre des départements de la Petite Couronne parce que constitutionnellement, c'est possible, parce qu'effectivement, il y a quand même une grande distinction en termes de territoire entre la Petite et la Grande Couronne. Effectivement, pour autant, le périmètre, l'aire urbaine n'est pas celle-là. Enfin, il y avait quand même une certaine logique. Et on aurait très bien pu organiser la Petite Couronne, donc la métropole intégrée, d'une manière et la Grande Couronne d'une autre. Il y avait une deuxième vision qui était la vision régionale, avec effectivement un renforcement des pouvoirs de la région. C'est d'ailleurs ce qu'elle demandait, la région, ayant tellement peur de la constitution de cette métropole. Et effectivement, après, voir au travers des intercommunalités ce que l'on pouvait faire. Mais se posait encore le problème des départements que finalement vous ne traitez pas, et notamment ceux de la Petite Couronne. Vous venez rajouter un énième cataplasme sur la jambe de bois de la péréquation des départements en Petite Couronne. Vous créez le fonds qui vise effectivement à sauver la Seine-Saint-Denis de la faillite, mais Madame la Ministre, Mesdames les Ministres, ça n'est que reculer pour mieux sauter. Vous ne réglerez pas le problème sur le fond. Vous ne le réglerez pas. La solution que j'avais proposée, qui consistait à fusionner les 4 départements de Paris et la Petite Couronne, sans même rajouter une dotation supplémentaire, vous aviez un effet péréquateur énorme pour financer le RSA, la dépendance, etc. Là, les départements restent et vous cherchez encore un énième mécanisme. Je pense que ça ne sera pas plus efficace. Donc vous aviez la version métropole intégrée et la version région. Et vous arrivez avec un texte qui n'est ni l'un ni l'autre,
Résultat, vous ne faites effectivement que des mécontents, mais peut-être avez-vous pensé qu'en ne supprimant rien et en rajoutant une couche, ça serait comme par le passé, finalement, tout le monde y trouverait son compte. Mais, Madame la Ministre, c'est exactement le contraire qui se passe. Et je ne vois pas comment ce texte sera adopté. Alors, vous rajoutez cette couche sur le périmètre de l'aire urbaine. Quand je pense que ceux qui critiquaient mon rapport, qui créait une métropole intégrée pour 7 millions d'habitants, en disant c'est un truc énorme, c'est un machin, ça ne marchera pas, vous nous proposez quelque chose sur un périmètre qui compte 10 millions d'habitants dans une région qui en fait 12. Alors là, excusez-moi, j'ai un peu de mal à comprendre. J'ai un peu de mal à comprendre. Alors je vais en venir à mes questions, je développerai tous ces arguments lorsque le texte viendra en débat, mais il y a quand même quelques questions à poser. Est-ce que les limites départementales devront obligatoirement être respectées lors de la création des intercos en première couronne? Je pose la question, alors vous dites non, moi Mais c'est la loi. Hein. La loi permet de faire des intercommunalités qui dépassent les limites des départements. Sachez, monsieur le Président Sueur, que lorsque le Val d'Oise a sorti son schéma de coopération intercommunale, la ville de Bonneuil, qui souhaitait se mettre en interco avec le Bourget et Drancy, n'a pas pu le faire parce que le préfet du Val d'Oise ne l'a pas accepté. Mais monsieur, laissez-moi développer, monsieur le Président. Le préfet a la possibilité légale de faire différemment. Je pose la question parce qu'il y a de bonnes raisons, de la poser. Ce qui va se passer en Seine-Saint-Denis dans ce cas-là, je vous le dis, la plupart des villes vont chercher à se tourner vers l'extérieur. Bon, c'est le constat. C'est ce qui va se passer, vous verrez. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée à partir du moment où vous conservez les départements. Parce que là, où sera la cohérence d'ensemble? Je ne la verrai pas. Une question ensuite sur l'étude d'impact, qui me semble quand même assez légère, ou alors je n'ai pas trouvé la bonne feuille, concernant le coût de la mise en place des intercos en première couronne parisienne. Ça va coûter combien à l'enveloppe normée? Combien de centaines de millions d'euros? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Parce qu'1,5 milliard de moins l'année prochaine, 1,5 milliard de moins l'année suivante, c'est sans compter le coût de la mise en place de l'interco en première couronne parisienne et du bouclage, mais il y avait peu à faire en grande couronne. Ça va se chiffrer en centaines de millions d'euros. Mes chers collègues de province, je vous invite à penser à cela. Et enfin, une dernière question. Beaucoup nous disent mais cette solution n'est qu'une étape vers, effectivement, quelque chose de mieux, ça viendra. Écoutez, je veux bien le croire, mais effectivement, quand on aura mis en place ce système-là, on en prend, mesdames les ministres, pour 20 ans ou pour 25 ans. Le temps de boucler ces intercos, on ne reviendra pas dessus. Cependant, je lis la presse et je suis tombé sur une déclaration du Premier ministre qui disait « En 2020, élection du président du Grand Paris au suffrage universel direct ». Je me suis dit « Génial !» mais je ne sais pas s'il n'a pas dit ça, mais moi je l'ai lu en tous les cas. Ou alors l'article était erroné. C'est absolument impossible sur la base du projet que vous nous présentez, puisqu'on a des communes. On va avoir les intercos par plaque de 300 000 et on va avoir la super interco qui rassemblera les présidents de ces plaques de 300 000. On est sur un système à 3 couches et on irait élire au suffrage universel le président de l'ensemble. Ça ne tient pas 5 minutes la route. Si on avait une métropole intégrée, effectivement, on peut élire le président au suffrage universel. Avec ce schéma-là, on ne le peut pas. Donc, est-ce que oui ou non ce sujet est sur la table et est-ce que l'objectif est 2020 pour aller vers autre chose? Auquel cas, franchement, passons tout de suite à autre chose parce que la version que vous nous proposez, à mon avis, elle n'a que des inconvénients, elle ne fera que complexifier le système et en plus, elle coûtera très cher, à mon sens, aux contribuables et à l'enveloppe normée. Merci, Monsieur Dallier. Monsieur Kaltenbach. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames les ministres, tout d'abord, je crois que le premier mérite du texte est vraiment d'affirmer le fait métropolitain qui est indéniable, incontestable et qui mérite d'être traité par une loi. Ma conviction est que ces métropoles vont forcément se faire au détriment du département, qui est une forme d'organisation qui est bien adaptée au monde rural, mais qui, on le voit bien, n'est plus adaptée dans les grandes agglomérations. Alors c'est vrai, je ne partage pas toutes les réflexions et analyses de notre collègue Dallier, mais en Île-de-France, pour revenir à une région que je connais bien, on sait bien que nous avons besoin d'apporter des réponses à des problèmes concrets
de nos concitoyens en matière de transport, de logement, d'emploi, d'équipement public. Qu'aujourd'hui, on voit tous les dysfonctionnements et toutes les difficultés, et que on comprend l'intérêt de ce grand conseil métropolitain, mais on a du mal à percevoir l'intérêt de cette couche supplémentaire qui va venir se rajouter aux communes, aux intercos par plaque, aux départements, à la région. Il faut vraiment mettre ce conseil métropolitain en perspective. Et moi, je partage assez l'avis du sénateur Dallier. Il faut qu'on ait la perspective, à terme, de la disparition des départements dans la zone agglomérée pour que le conseil d'agglomération, le conseil métropolitain, ait vraiment des compétences fortes et une légitimité. Donc tout ça doit passer par une étape, mais dès maintenant, il faut définir l'étape qui sera l'étape de la fusion de ces